Alors, bonjour tout le monde. Moi aussi, ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce matin pour vous partager là, les résultats de deux projets sur lesquels j'ai travaillé en collaboration avec Hélène et Catherine dans les derniers mois, même années. Donc, d'abord, juste pour vous présenter un peu l'idée, là, je vais vous parler rapidement du contexte qui entoure la réalisation de ces deux projets-là. Je vais ensuite vous parler du premier projet qui est une synthèse critique de la littérature, du deuxième projet qui est un projet empirique qui a été mené dans quatre juridictions, puis vous allez voir que ces deux projets-là là, sont intimement reliés. Puis ensuite, avec Louis Saint-Arnaud et Catherine, toute l'équipe, on pourra répondre à vos questions. Donc, le contexte dans lequel, juste pour que vous compreniez un petit peu là, la position dans laquelle je me situe en vous présentant ces projets-là. Moi, je suis professeure depuis 1 an là, au programme de physiothérapie de l'Université de Montréal. Et puis, je suis physiothérapeute de formation, donc j'ai pratiqué comme clinicienne là, jusqu'à décembre 2018. Donc ça teinte, c'est sûr, mon approche puis les projets que je réalise parce que je suis une clinicienne là, de formation. J'ai continué de travailler pendant mes études graduées. Puis mes intérêts, vraiment, j'ai vraiment un intérêt pour mieux comprendre la pratique des professionnels de la santé et l'éthique dans la pratique clinique, mais surtout l'impact que tout ça a sur les soins qu'on offre, parce qu'ultimement, ce qui devrait être toujours notre intérêt premier comme travail là, dans notre vie de professionnelle, c'est d'assurer des soins puis une qualité là, de vie qui soit adéquate pour les gens qu'on rencontre, les patients qu'on traite. Donc, ces projets-là ont été réalisés dans le cadre de ma formation postdoctorale qui s'intéressait aux politiques qui encadrent puis qui orientent les professionnels de la santé de première ligne auprès des travailleurs, des travailleuses blessés. Et plus spécifiquement, là, on s'est intéressé aux lésions professionnelles musculo-squelettiques, mais effectivement, comme disait Catherine, puis vous allez voir des liens avec la présentation de Mme Saint-Arnaud, il y a des liens là, importants qui peuvent être faits avec les problèmes de santé mentale. Et je voulais là, présenter mes deux superviseurs avec lesquels j'ai fait ce travail, dont Hélène McKicken à Waterloo et Catherine Lippel qui présente ce webinaire. Donc, la synthèse critique de la littérature, bien, comme vous le savez, là, les blessures liées au travail, c'est un problème de santé publique majeur. Ça affecte la santé physique et mentale. Donc, même si on a une blessure musculo-squelettique ou un trouble musculo-squelettique à l'origine, ça va affecter la santé mentale aussi des travailleurs, puis ça entraîne des limitations d'activité, de restrictions de participation, puis ça peut causer des absences prolongées, bien sûr, au travail. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, les accidents traumatiques et les troubles musculo-squelettiques, ça représente généralement là, la majorité des réclamations aux commissions d'indemnisation du travail. Pour les personnes qui ont une lésion professionnelle, les professionnels de santé de première ligne, c'est des gens importants parce que ça va être vraiment leur premier contact, leur point d'entrée qui va permettre aux travailleurs, travailleuses d'accéder à des indemnités et à des soins médicaux. Donc, cette étape-là est quand même très importante et déterminante. Et puis, là, je dis professionnel de santé de première ligne, c'est pas toujours nécessairement le premier intervenant qui a vu la personne, mais ici, on l'entend au sens où les professionnels de santé de première ligne, ce sont les gens qui peuvent signer un arrêt de travail puis qui sont vraiment en contact étroit avec les travailleurs, travailleuses dès le début, qui va mener à potentiellement une indemnisation par une commission d'indemnisation, mais aussi par la suite. Donc, je voulais aussi mentionner là, la continuité. Oui, c'est un point d'entrée, mais il y a également toute une coordination puis une continuité des soins qui est très importante à prendre en compte. Donc, la problématique, et là, je vais camper finalement les deux projets que je vais vous parler à l'intérieur des systèmes d'indemnisation parce que, comme expliquait Catherine au début de la présentation, le projet plus large s'intéresse à différents niveaux. Ici, on parle vraiment des politiques juridiques, des politiques des systèmes d'indemnisation du travail. Euh, donc, dans ces systèmes-là, on sait peu de choses sur la façon dont ces politiques-là vont orienter, vont régir les professionnels de santé et leurs pratiques et comment ces pratiques-là peuvent ensuite influencer la qualité des soins et la trajectoire de soins ou le retour au travail des travailleurs et travailleuses. Donc, l'idée de cette première
investigation, c'était de mieux comprendre les pratiques complexes et distinctes des professionnels de santé de première ligne parce que ça aussi, c'est très complexe, puis leur influence potentielle sur la qualité, la trajectoire de soins des gens qui avaient une lésion de nature musculo-squelettique. Donc, on a fait une revue critique interprétative, ça c'est le devis de la méthodologie. On a recherché de façon systématique dans 6 bases de données et on s'est intéressé à 4 juridictions plus spécifiques, dont l'Ontario, le Québec, l'État de Victoria en Australie, puis l'État de Washington aux États-Unis, parce que une revue internationale, de façon pragmatique, ça aurait été difficile à faire vu le nombre d'articles, mais plutôt aussi parce que ces systèmes-là, malgré qu'il y ait des différences importantes, significatives au niveau des politiques, ont quand même des éléments communs, semblables au niveau de leur système d'indemnisation. Je vais vous en parler dans quelques instants. Pour être inclus, là, les articles qu'on regardait devaient être révisés par les pairs et être écrits en français ou en anglais. Discuter des lésions musculo-squelettiques, traiter d'un des 5 types de professionnels de santé de première ligne qui peuvent donc signer là, ces arrêts de travail puis mener à l'indemnisation par une commission d'indemnisation du travail et donc se tenir dans le contexte de l'indemnisation du travail. Donc ça, je pense que c'est un tableau important, là. Le but de ce tableau-là, c'est de comprendre un peu les différences au niveau des professionnels de la santé. Donc, vous voyez là, chacun des noms des commissions d'indemnisation de ces juridictions-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces systèmes-là sont basés sur la cause. Donc, on veut que la blessure pour que la personne soit indemnisée provienne ou soit liée au travail. En grande majorité, c'est des systèmes qui indemnisent les gens sans égard à la faute, là, mais il y a quelques petites exceptions dans l'État de Victoria et de Washington. Mais ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est ça ici, donc la dernière section du tableau, c'est de voir qui sont ces professionnels de santé-là qui peuvent prendre en charge les travailleurs et faire un premier certificat, par exemple, d'absence au travail qui va mener à l'indemnisation. Puis aussi qui risque de coordonner les soins des travailleurs et des travailleuses. Donc, ici, comme vous le savez, au Québec, c'est les médecins seulement qui portent ce rôle-là de façon très importante. En Ontario, on a ouvert donc plus récemment à d'autres professionnels. Donc, on a les médecins, les chiros, les physiothérapeutes et les infirmières autorisées. Donc, souvent, les infirmières là, qu'on dit praticiennes ou qui ont une formation un peu plus avancée. Dans l'État de Victoria, c'est les médecins qui offrent et qui signent le premier certificat, mais ensuite de ça, le certificat de capacité peut être rédigé par d'autres professionnels qui sont un peu similaires à ceux qui ont été choisis en Ontario. Puis, dans l'État de Washington, on a les médecins, mais qui proviennent de classes assez différentes de médecins, vu le contexte là, de la santé là-bas, des assistants médecins, puis aussi des infirmières praticiennes plus récemment, en 2009. Donc, comme on l'a mentionné au début du webinaire, les résultats que je vous présente, ça a été publié dans un article du American Journal of Industrial Medicine. Et bien sûr, si vous êtes intéressé à avoir cet article, ça nous fera plaisir de vous le transmettre. Donc, il y a eu 59 articles qui ont été retenus au final parce qu'ils rencontraient nos critères d'inclusion. Puis comme vous pouvez voir, là, il y avait quand même une diversité au niveau des années, mais la majorité, pas la majorité, le tiers des articles ont été publiés à partir de 2013. Puis on voit quand même que c'était dans les 10 dernières années qu'il y a eu vraiment une bonne augmentation. La majorité étaient des articles empiriques, donc 45 articles. Ils étaient séparés entre quantitatif et qualitatif. Puis il y avait aussi d'autres types d'articles. Et on peut voir aussi la distribution à travers les juridictions, donc un peu plus au niveau de l'Ontario. Puis c'était réparti entre les 3 autres juridictions. Et il y avait quelques articles qui traitaient de plus qu'une juridiction. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les résultats. Donc, ça, c'est le tableau qu'on a présenté, qui a été publié. Et je vais vous parler un petit peu plus en détail de chacune de ces catégories-là, donc l'accès aux soins et comment les politiques vont médier l'accès aux soins ou influencer l'accès aux soins, les rôles des professionnels, puis qu'est-ce qu'on utilise comme mesure d'impact pour regarder les politiques puis l'effet sur la trajectoire de soins. Donc, au niveau de l'accès aux soins,
Les politiques qui ont été discutées par rapport à l'accès aux soins ont beaucoup parlé du délai avant la prise en charge par le ou la professionnel de santé de première ligne et le type de professionnel de santé de première ligne qui a été vu. Donc, par exemple, je vous ai donné tantôt l'exemple de Washington. Récemment, en 2009, les politiques ont changé pour inclure les infirmières praticiennes comme professionnels qui peuvent signer l'arrêt de travail et qui peuvent euh, remplir le formulaire là, de requête d'indemnisation pour réduire un peu le délai, parfois la difficulté pour les travailleurs d'avoir accès à des soins, à un médecin de famille. Ceux qui n'ont pas de médecin de famille, il y avait quelques articles qui discutaient du fait que les travailleurs, travailleuses devaient voir le médecin à l'urgence, se rendre à l'urgence pour voir un médecin. Et dans les régions plus éloignées, les infirmières parfois étaient plus accessibles que les médecins. Et il y a un lien avec ce deuxième point, là. D'ailleurs, un article à Washington mentionnait que la stabilité, donc le fait de garder le même professionnel de santé de première ligne et même le même intervenant, donc la personne que le ou la travailleuse rencontrait euh, pour remplir sa requête, qui était maintenue à travers l'ensemble du parcours, ça réduisait les coûts, ça avait un impact sur une réduction de coûts euh, euh, d'indemnisation. On a parlé aussi de l'accès à des soins de santé physique. Donc, au Québec, on n'est pas étranger à ça. Si vous voulez voir, par exemple, un physiothérapeute ou un chiro, vous n'aurez pas accès vraiment à cause des listes d'attente immenses puis le peu de services dans le système de santé publique. Donc, dans les cas de juridiction, là, la réadaptation physique était offerte souvent en privé et les gens devaient payer les coûts, défrayer les coûts. Donc, à travers le système d'indemnisation, c'est sûr que les politiques des commissions donnaient accès à ces soins-là. Il y avait aussi l'importance qui a été réitérée dans plusieurs articles pour les travailleurs, travailleuses de choisir qui ils veulent rencontrer, quel type de professionnel, puis quel professionnel. Donc ça ne soit pas régi de façon stricte par les politiques d'indemnisation. Puis la nécessité aussi d'augmenter l'accès en région éloignée pour diminuer le délai de la prise en charge, autant au niveau du premier professionnel qui va signer, mais aussi l'accès à des soins de santé physique. Le rôle, les pratiques des professionnels ont été discutés là, de façon multiple. C'est sûr qu'il y a plusieurs études qui mentionnaient la difficulté pour les professionnels de santé de conjuguer et de jongler avec les multiples rôles. C'est sûr que les professionnels ont leur chapeau de professionnels qui évaluent de façon clinique, mais souvent, ils doivent défendre les droits des travailleurs et travailleuses avec lesquels ils travaillent, ils doivent s'impliquer dans le processus de réadaptation. Madame Saint-Arnaud parlait de l'importance que le travail doit prendre pour la réadaptation. Ce n'est pas tous les professionnels de première ligne qui peuvent s'engager ou qui sont capables de le faire et qui doivent être des courtiers de connaissances pour expliquer des choses, pour communiquer à travers l'ensemble des intervenants qui sont impliqués. Ce qui est intéressant dans les articles qu'on a regardés aussi, c'est le principe de who you see is what you get. Donc, en termes d'utilisation des services, quand on regarde la trajectoire de soins des travailleurs, le premier professionnel de la santé ou celui qui était principal dès le début, qui avait été vu ou rencontré par les travailleurs travailleuses, avait un impact sur l'utilisation des soins à travers la trajectoire. Donc, je vous donne un exemple plus concret. Si le travailleur travailleuse voyait un chirurgien ou une chirurgienne d'abord, bien, il y avait beaucoup plus de chances que cette personne-là reçoive une chirurgie, finalement, et une chirurgie que des traitements plus conservateurs. Il y avait ces éléments-là aussi au niveau de l'imagerie. Par exemple, s'ils voyaient un chirurgien orthopédiste ou un chiropraticien, il y avait plus d'imagerie qui était faite comparativement aux chirurgies, comparativement à des trajectoires plus conservatrices. Faciliter le retour au travail, ça, c'est un des rôles et des pratiques des professionnels de santé de première ligne. Ce n'était pas un rôle qui était toujours évident, là, selon les articles qu'on a lus, à rencontrer. Puis aussi, le besoin pour les professionnels d'avoir une meilleure compréhension du système d'indemnisation, le fait qu'ils n'étaient pas toujours formés sur les impacts que certaines de leurs décisions ou certaines des choses qu'ils allaient écrire, par exemple, dans leur dossier, pouvaient avoir sur les travailleurs, travailleuses à plus long terme. Finalement, le dernier thème, si je peux dire, on a regardé, dont les articles discutaient, c'est la qualité des soins et les mesures d'impact. Donc, il y avait des articles qui ont démontré que les professionnels de santé de première ligne qui voient davantage de personnes, donc qui en voient plus dans leur pratique quotidienne, qui en voient plus dans l'année, donc un plus grand volume,
Il rencontrait davantage d'indicateurs de qualité. Donc, par exemple, qui était capable de vraiment mentionner le lien de la liaison avec le travail, de faire une coordination des soins entre les intervenants, de suggérer des retours au travail qui seraient progressifs ou avec certaines modifications. Donc, ça, c'était intéressant. On a vu que beaucoup de mesures d'impact, par exemple, étaient basées sur les données des commissions d'indemnisation. C'est intéressant, les commissions d'indemnisation peuvent avoir des données très, très pertinentes, mais il y a quand même des limites aussi à ce qu'on peut obtenir en termes de données avec de résultats en utilisant ces données-là. Et qu'il y avait aussi à travers les juridictions, ce n'est pas toutes les juridictions où la commission d'indemnisation donnait accès, par exemple, aux données pour étudier ces éléments-là. Et les mesures d'impact étaient très, très diversifiées. Donc, il y avait pas nécessairement de consensus. Là, on parlait parfois des délais avant la première consultation, la durée de l'indemnisation ou de l'arrêt de travail, les coûts que ça engendre. Mais il y avait très peu de choses, puis c'est plutôt ça le point que je veux faire ici, qui était lié à la satisfaction et à l'expérience des personnes blessées par rapport à la trajectoire à long terme en lien avec les professionnels de première ligne. Il y en avait, mais il y en avait peu à travers l'ensemble du corpus. Donc, les constats qu'on peut faire avec ça, bien, on voit que les professionnels de santé de première ligne influencent la trajectoire des travailleurs, des travailleuses qui ont subi. Donc, chacune des sphères est importante à regarder, mais si on s'intéresse aux professionnels de la santé, on peut voir que ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont choisir, puis la façon dont ils sont influencés par les politiques vont avoir un impact à plus long terme sur les soins et la trajectoire des travailleurs. Puis ça serait intéressant, les gens utilisaient des mesures d'impact très, très variées, mais il y avait peu d'évaluations qui étaient à long terme pour vraiment voir l'impact des interventions sur le long terme. Donc, les pistes à explorer qu'on a pu voir dans cette étude-là, c'est vraiment comment peut-être de s'intéresser plus à comment la philosophie des soins ou les types de milieux de pratique semblent influencer la trajectoire de soins. Donc, si on a une approche plus curative versus une approche de réadaptation, par exemple, si les gens, les professionnels travaillent dans le milieu public versus dans le milieu privé. Donc, tout le contexte organisationnel puis le contexte aussi de la philosophie des soins était peu abordé. Ça serait intéressant de regarder aussi pourquoi certains professionnels sont en première ligne et d'autres pas. Donc, les articles qu'on a regardés dans 4 juridictions discutaient parfois des différences, mais le contexte politique entourant ces décisions-là n'était pas explicité. Puis, comment aussi sont décrits là, les aspects liés au pouvoir. On sait qu'il y a beaucoup d'éléments liés au pouvoir ou d'éléments un peu comme Mme Cédrineau disait, contradictoires. Donc, dans le choix du type de professionnel, les pressions politiques, les données qui sont utilisées dans les études. Donc, comment ces aspects-là, au final, sont déterminés. Ce serait intéressant aussi de l'investiguer davantage. Donc, bref, on veut approfondir notre compréhension. Puis le but, toujours, c'est d'informer les futurs changements de politique. Puis là, on est dans un contexte où il y a des changements en politique qui sont proposés, puis ça prend, je pense, encore plus d'importance. Donc, la deuxième partie dont je vais discuter, cette partie empirique-là qu'on a réalisée, elle voulait être une pierre de plus à l'édifice des connaissances qu'on tente de développer toute l'équipe, les chercheurs dans ce domaine-là. Mais bien sûr, on n'a pas pu répondre à toutes les questions que je viens de soulever. Là. Mais c'est une première pierre à ajouter pour mieux comprendre certains aspects. Donc, l'idée, c'était vraiment d'interroger des acteurs pour mieux comprendre l'impact, encore une fois, des professionnels de santé sur la trajectoire de soins des travailleurs et travailleuses, sur la qualité des soins, dans les mêmes juridictions qu'on a regardées dans la revue critique. Donc, on a utilisé un devis qui s'appelle la description interprétative, là, puis sans rentrer dans les détails, l'idée de ce devis-là, c'est de mieux comprendre un phénomène lié à la clinique. Puis ici, puisqu'on parlait du contexte clinique, de la prise en charge des travailleurs, travailleuses par les professionnels de santé de première ligne, ça se portait bien. On a fait des entrevues semi-structurées avec un guide qui était basé sur la synthèse dont je viens de vous parler. Puis les thèmes, là, quelques thèmes forts abordés, c'est vraiment justement l'influence des politiques en place puis de l'organisation des soins sur le travail des professionnels puis sur les soins qu'ils peuvent offrir, donc la qualité des soins. La philosophie des soins selon le milieu de pratique puis l'influence sur les soins prodigués. Les changements récents ou à venir dans les politiques, donc on a essayé de mieux comprendre un peu comment justement les politiques bougent, s'organisent au niveau des professionnels de santé de première ligne
juridiction-là, puis de questionner certains enjeux spécifiques aux travailleurs et travailleuses en situation de précarité, dont on a parlé au début du webinaire. Donc, les participants, pour avoir cette espèce de point de vue-là un peu macro sur comment ça se passe puis quelle est l'influence, on a parlé à des informateurs et informatrices clés de 5 grandes catégories. Et c'était des gens qui avaient quand même une bonne connaissance, une compréhension des politiques de soins puis comment ces politiques-là affectent le travail des professionnels de la santé et comment aussi elles peuvent affecter, bien sûr, ce qui nous intéresse, là, la réadaptation puis le retour au travail des personnes. Donc, on avait des représentants ou groupes de support aux travailleurs et travailleuses, des représentants des professionnels de la santé. Donc, ce n'était pas nécessairement toujours des professionnels qui étaient uniquement en exercice, mais c'était plutôt il y avait parfois des représentants des associations professionnelles, par exemple, qui connaissaient bien les politiques associées. Il y avait des représentants des commissions d'indemnisation du travail, des représentants des groupes de support aux employeurs et des chercheurs, des chercheuses expertes là, à ce domaine d'études-là dans les différentes juridictions. On a essayé de diversifier au niveau du genre des personnes qu'on a recrutées et de l'expérience, puis d'avoir une bonne représentation dans les cadres de juridiction. Et là, je vous remets le modèle de Loisel juste pour expliquer que l'idée, c'était d'aller chercher des gens dans chacune de ces boîtes-là pour être capable de mieux comprendre là, ce qui se passe au niveau des politiques. Donc, l'analyse, on a réécouté l'ensemble des entrevues, j'ai rédigé plusieurs mémos, j'ai fait une première analyse de ces mémos-là, puis ensuite, tout ça a été importé dans un logiciel d'analyse et j'ai codé de façon inductive là, les verbatims, on a fait des matrices, des tableaux pour mieux comparer les juridictions. Et là, malheureusement, ce que je prends aujourd'hui, c'est des résultats préliminaires. Là. Donc, ce qui a été trouvé n'a pas été encore publié. On est en train de rédiger les articles scientifiques, donc on pourra les partager, c'est sûr, avec le groupe de travail ultérieurement. Mais c'est en cours. Mais ce que je vous présente, là, ça reste une petite partie de ce qu'on va présenter au final. Donc, on a fait 41 entrevues et puis vous voyez la répartition un peu à travers les juridictions. Et vous voyez aussi comment c'était réparti là, entre les représentants des travailleurs, des professionnels. Il y a beaucoup de professionnels, là, ça peut sembler beaucoup et être surreprésenté, mais c'est en fait qu'on voulait des gens des différentes professions que je vous ai parlé tantôt, là, dont les médecins, les chiros, les physios, les ostéopathes et les infirmières, parce que c'était eux qui étaient en première ligne dans les quatre juridictions qu'on regardait. Des représentants des commissions d'indemnisation. Et là, j'ajoute qu'il y avait 3 professionnels quand même ici là, qui avaient des rôles dans les commissions d'indemnisation. Il y avait un chercheur que j'ai classé dans les chercheurs, mais qui travaillait au sein des commissions d'indemnisation. 4 représentants des employeurs et 8 chercheurs, chercheuses. Là. Voilà. Donc, les résultats préliminaires, ça fait un excellent lien avec la présentation de Mme Saint-Arnaud parce que ce qu'on peut voir dans le discours de ces gens-là, puis ça ne sera pas une surprise pour vous, là, fait que je ne pense pas que ces tensions-là vous soyez tant surpris par ces tensions-là, mais on va essayer de les expliciter un peu plus. Mais l'idée, c'est que les acteurs qui sont situés dans des visions différentes, des paradigmes différents, il y a des visions qui vont s'opposer, qui vont se mettre en tension, puis ça va créer, quand on va vouloir rétablir des politiques ou réfléchir sur des politiques, des positions, bien sûr, parfois opposées ou contradictoires. Et je pense que c'est important, c'était le travail un peu de cette recherche-là, de les mettre en lumière pour qu'on puisse ensuite faire des choix de politique et qui soient nuancés, bien sûr, puis qui tiennent compte, en fait, de la complexité du travail des professionnels de la santé auprès des travailleurs et des travailleuses. Donc, le premier point, c'est vraiment le jugement et les aspects décisionnels des professionnels de santé de première ligne. Donc, il y avait plusieurs participants qui parlaient de l'encadrement ou qui prônaient peut-être un encadrement plus serré ou d'une restriction des pratiques des professionnels de la santé. Donc, ils disaient, bien, on devrait avoir un guide de pratique qui est vraiment spécifique à la réadaptation au travail. On devrait stratifier les travailleurs pour que quand le travailleur rentre, le professionnel de santé sache quel chemin prendre avec ce travailleur ou cette travailleuse-là, puis l'aider, le diriger dans ses pratiques. Donc, c'est encadrer, parfois, c'était restreindre un peu les pratiques. Puis ça s'opposait ou c'était en tension
avec d'autres participants qui me disaient, il faut faire confiance au jugement des professionnels de la santé. Ils ont une profession, ils ont fait des études sur le sujet et leur opinion a une valeur importante et ce sont eux qui sont les plus à même, en fait, de juger de la condition des travailleurs sans trop être obligés d'être restreints ou encadrés par les politiques publiques qui sont mises en place. Donc, ça, c'était quelque chose qui était très discuté. Je veux mentionner aussi que j'essaie de vous faire un compte rendu qui est nuancé de ces diverses tensions-là. Puis l'idée, c'est pas nécessairement de prendre position, mais c'est de vous exposer là, parfois des éléments positifs ou négatifs qui sont liés à ces aspects. Au niveau de la philosophie des soins, encore une fois, il y avait certains participants qui prônaient une philosophie qui était axée vraiment, qui était biomédicale, un peu comme le dit Mme Cétano, donc une vision biomédicale ou technique. On est dans un système médico-légal là, lorsqu'on parle de politique d'indemnisation. Donc, certains disaient, on devrait se restreindre à ce qui est basé sur la lésion, faire notre évaluation clinique, faire un rapport, puis c'est ce qui devrait être mis de l'avant, alors que de l'autre côté, on avait plusieurs participants, de nombreux participants qui parlaient aussi de l'approche, une approche plus globale. Et dans les politiques de soins, c'est pas évident à réconcilier parce qu'on veut avoir certains éléments qui sont plus techniques ou c'est ça, c'est médico-légal, comme je vous l'ai dit. Par ailleurs, on veut prendre en compte la personne. Donc, ce que les professionnels disent qu'ils ont devant eux, ce n'est pas une lésion, c'est une personne avec toute sa complexité, avec ses facteurs psychosociaux, avec plusieurs enjeux. Donc, il faut que les politiques puissent tenter d'avoir ces deux éléments-là dans la mire, puis de réconcilier ces approches-là ou de faire le mieux finalement pour le patient dans ces approches-là. Euh, Ensuite de ça, on avait l'idée du paradigme. Vous allez voir que ces trois points-là sont vraiment en relation, mais encore une fois, certains disaient, on a une lésion qui guérit, on devrait avoir des paramètres de guérison, la personne devrait guérir dans tel temps, les professionnels de la santé devraient être au courant des temps dans lesquels telle lésion guérit habituellement. Puis à l'opposé, on avait des gens qui se situaient dans un paradigme qui était vraiment plus euh, macro au niveau de la limitation d'activité, de la restriction de participation, et qu'en fait, c'est composé d'aspects multifactoriels. Et là, on se trouve plus dans un paradigme de l'incapacité. Donc, comment, oui, cette personne-là, au départ, avait une lésion spécifique, mais ensuite de ça, comment on transcende ça dans toutes les sphères qui sont affectées par cette lésion-là et comment le professionnel ou la professionnelle de la santé doit prendre en compte tous les autres éléments qui ne répondent pas aux critères de la lésion, mais qui vont faire que cette personne-là pourra ou pas retourner au travail puis vit des difficultés là, dans son retour au travail. Au niveau, encore une fois, donc ça fait le pont sur le retour au travail. Je reviens sur l'aspect. Donc, est-ce que les professionnels de la santé devraient se baser sur un focus qui est vraiment médical ou plutôt on devrait les former, les éduquer, les spécialiser sur des aspects liés aux politiques des commissions d'indemnisation? Certains disaient que c'est délétère pour les patients, pour la trajectoire de soins, que nos professionnels ne connaissent pas bien l'impact de leurs décisions. Par exemple, est-ce qu'on devrait référer, donc il y a certaines juridictions, par exemple en Australie, on référait plus facilement, puis les médecins du travail qui ont une spécialisation sont plus disponibles que ce qu'on peut voir, par exemple, ici au Québec. Donc, certains participants disaient on devrait faire que les médecins ou les professionnels de santé de première ligne puissent référer à ces gens-là, qui ne sont pas des gens qui sont employés, là, je veux faire la distinction par la commission d'indemnisation, mais qui sont des professionnels de la santé qui pratiquent, qui ont une pratique liée, tournée vers le travail, qu'on puisse référer à ces gens-là pour avoir du support aux professionnels de la santé. Donc, comment, dans les politiques ou même dans les choix qu'on fait par rapport à qui sont nos professionnels de la santé euh, au niveau de la juridiction, est-ce qu'ils sont disponibles, ces médecins-là? Est-ce qu'il y a une liste d'attente importante? Bref, c'est des questions là, qui se posaient et qui étaient mises en tension par les professionnels. Il y avait tout ce qui touche la philosophie du retour au travail. Donc, dans les dernières années, les participants ont beaucoup parlé du courant qui s'appelle la philosophie Better at Work. Donc, Better at Work, philosophie, donc le travail est bon pour l'humain, pour la personne. Il faut retourner les gens au travail. Il ne faut pas perdre ce lien d'emploi-là. Et c'est une philosophie qui était beaucoup discutée et qui était perçue de façon positive. Par ailleurs, il y avait quand même plusieurs intervenants qui mettaient en garde les professionnels de la santé qui adopteraient de façon trop restrictive ou même, encore une fois, les politiques d'indemnisation qui mettraient de l'avant
des politiques qui sont trop collées sur le Better at Work philosophie, sans prendre en compte qu'il y a des personnes pour lesquelles le travail est délétère, qu'il peut y avoir des dangers à un retour rapide pour certaines personnes, que c'est très, très complexe, des lésions professionnelles, et donc de prendre en compte, de nuancer finalement cette philosophie-là. Au niveau de l'agenda, je ne savais pas, c'est pas bien appelé, là, je ne savais pas comment l'appeler, mais au niveau de l'agenda des professionnels, il y avait des tensions qui s'opposaient dans la pratique des professionnels, puis dans la façon dont ils étaient encadrés, là, dans le sens où les professionnels veulent pratiquer leur profession. Donc, ils veulent faire leur chirurgie, ils veulent prescrire, ils veulent vivre, donc ils veulent avoir des sous. Puis souvent, il y avait un discours qui était très, peut-être pas très, mais qui était quand même plutôt corporatiste. Donc, moi, je veux faire mes choses, puis c'est important que, bon, chaque personne, les professionnels puissent faire leur travail de façon adéquate. Par ailleurs, c'était mis en comparaison avec des approches qui étaient vraiment plus de coordination des soins pour les travailleurs, travailleuses, de faire de l'advocacy. Ça demande du temps. Et puis, il y en a qui mentionnaient l'importance de réitérer le contrat social, finalement, des professionnels de la santé, qui parfois, dans les politiques des commissions d'indemnisation, pouvaient être évacuées, ou c'était une discussion qui était occultée peut-être au profit d'une discussion plutôt corporative sur leurs droits, leurs intérêts en tant que professionnels, mais qu'on oubliait l'importance de ce contrat social-là qu'ils remplissaient avec les travailleurs, là, ou auprès des travailleurs avec lesquels ils travaillent. Finalement, au niveau de l'accès aux soins, il y avait des tensions qui s'opposaient, puis ça va être intéressant pour le projet de loi qui vient d'être déposé, entre ouvrir la première ligne, donc dans les juridictions qui avaient ouvert un plus large éventail de professionnels, donc il n'y avait pas juste le médecin qui pouvait signer les arrêts de travail puis mener à l'indemnisation. On veut que les gens qui vont prendre ce rôle-là aient des compétences diagnostiques, aient des disponibilités d'accès. On ne veut pas qu'il y ait des conflits d'intérêts si leur travail est situé au niveau clinique dans une pratique privée, par exemple. Mais en même temps, on veut aussi conserver la valeur accordée à l'opinion des professionnels. Et il y avait des participants qui nous disaient, bien, c'est sûr que si on ouvre à plus large que le médecin, ou nous, dans notre juridiction, on a ouvert à plus large que le médecin, mais lorsque les travailleurs se rendent au tribunal, par exemple, est-ce que le poids du professionnel de la santé qui n'est pas médecin est aussi bien valorisé dans l'œil du juge que l'opinion d'un ou d'une médecin? Et plusieurs pensaient que non. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, en conclusion, ce que je vous ai présenté là, brièvement ce matin, c'était une brève incursion dans l'exploration de la complexité des soins offerts aux travailleurs, travailleuses blessés. Je pense qu'il faut continuer de s'attarder à ce qu'on fait avec les patients comme professionnels dès leur arrivée, puis comment ça peut influencer leur trajectoire de soins, et comment les politiques qu'on va mettre en place vont avoir un effet là-dessus. Il y a des tensions qui se posent dans plusieurs sphères, comme vous l'avez vu, mais je pense que l'idée, puis je pense que c'est là où vraiment les deux présentations de ce matin se rejoignent, c'est d'expliciter ou de mettre au jour ou en lumière ces tensions-là pour mieux réfléchir à l'offre de soins, pour réfléchir aux valeurs qui vont sous-tendre les pratiques, mais également les politiques et le choix des politiques qu'on va mettre en place. Puis dans le choix des politiques, de voir comment ces choix-là, qui parfois ont l'air anodins ou très ancrés dans le présent, vont avoir des impacts à long terme sur la trajectoire de soins des travailleurs et travailleuses. Donc, voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. Je voudrais remercier mes superviseurs, les bibliothécaires qui ont travaillé en support à la première partie du projet. Je bénéficiais d'une bourse postdoctorale du Fonds de recherche du Québec en santé et du soutien de la Charte de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail. Alors, je vous remercie beaucoup et au plaisir de répondre à vos questions.